Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle j'avais envie de revenir sur ce qui sont pour moi les 7 meilleures entreprises disponibles pour le PEA. Donc comme vous le savez probablement, nous sommes en France, et en France nous avons l'enveloppe fiscale du PEA, qui nous permet donc d'avoir des avantages fiscaux, et notamment de ne pas payer l'impôt sur le revenu, sur les plus-values ainsi que les dividendes, au bout de 5 ans de détention d'un PEA, et en plus de ça, évidemment, donc c'est une enveloppe capitalisante, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas être imposé sur les dividendes ou les plus-values qu'on va faire au sein de cette enveloppe, on va uniquement être imposé au moment du retrait de l'argent du PEA. Ça c'est un très bon point, et c'est ce qui fait que le PEA est une très bonne enveloppe, donc elle a un plafond de 150 000 € de versement, mais le PEA a également une contrainte qui est que on ne peut investir que sur des entreprises européennes. Donc on oublie les Apple, les Microsoft, etc. On est uniquement en Europe. Et en Europe, il peut être parfois compliqué de trouver des entreprises de qualité. Des entreprises de qualité, des entreprises innovantes qui ont des belles marges, des beaux retours sur capitaux, une belle croissance et qui ont une belle perspective d'avenir. Et aujourd'hui, c'est justement sur ça qu'on va se focus, sur ce qui sont pour moi donc les 7 meilleures entreprises pour le PEA. Et pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez probablement que j'ai déjà fait pas mal d'analyses déjà sur ma chaîne, et que ces 7 entreprises se trouvent dans les vidéos d'analyse que j'ai déjà fait. Donc pour tous ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, je vous mettrai en lien en dessous de la description, et aussi à chaque fois qu'on va parler d'une nouvelle entreprise, vous verrez la fiche s'afficher en haut à droite, où je vous mettrai donc les liens vers les différentes analyses pour que vous puissiez aller creuser plus loin sur chaque entreprise. Ceci étant dit, on va tout de suite commencer, et on commence comme d'habitude par le disclaimer, et je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, et vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements. Vous devez faire vos propres recherches avant d'acheter une entreprise. Ceci étant fait, passons maintenant à la première entreprise. Donc les entreprises seront classées par note quantitative de la meilleure à la moins bonne. Et la première donc est Hermès, entreprise française qui a pour ticker RMS. Elle a une capitalisation de 194 milliards d'euros. Elle verse un dividende de 0,71%. Elle est dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Elle a une note quantitative de 19 sur 20, une note fondamentale de 16,5 sur 20, et comme on peut le voir, elle surperforme le S&P 500 de plus 10,6% sur les 10 dernières années. Donc une performance assez impressionnante. C'est par contre une action qui est chère, qu'il est compliqué d'obtenir à un bon prix. La part d'ailleurs de l'action est très chère, elle est à 1800 €, ce qui la rend aussi assez difficile d'accès au sein d'un PEA, puisque vous le savez, au sein du PEA, on ne peut pas acheter de fractions d'actions, donc on est obligé d'acheter des actions entières. Donc pour acheter du Hermès, il va falloir acheter une action de 1800 € d'un coup. Et également, comme on voit, si vous aviez placé 10 000 € sur Hermès en 2014, vous auriez aujourd'hui 74 000 € versus 30 000 € pour le S&P 500. Je vous mettrai la fiche en haut à droite qui vous renverra vers son analyse complète si vous souhaitez en apprendre plus sur son business, et surtout si vous souhaitez comprendre pourquoi, selon moi, cette entreprise a pleinement sa place dans un portefeuille PEA d'actions de qualité qui verse un dividende croissant. Deuxième entreprise de notre top 7, Novo Nordisk. Donc ici une entreprise danoise qui a pour ticker Novo-B, elle est cotée à la bourse de Copenhague, elle a une capitalisation de 2,49 trilliards de couronnes suédoises, elle verse un dividende de 0,97, elle est dans le secteur de la santé, donc c'est une société pharmaceutique, elle a une note quantitative de 17,5 sur 20 et une note fondamentale de 13 sur 20. Et également, on voit qu'elle a surperformé de plus 15,5% le S&P 500 sur les 10 dernières années. Et on voit surtout que cette surperformance est clairement flagrante depuis 2022. On voit que l'action s'est vraiment envolée depuis 2022, et elle est même aujourd'hui dans une énorme bulle selon moi, parce qu'elle atteint des niveaux de valorisation tout à fait délirants. Je crois de mémoire qu'il y a un PER autour des 60. Enfin bon, quoi qu'il arrive, moi je vous déconseille de rentrer dans Novo Nordisk aujourd'hui. Attendez qu'elle baisse, attendez qu'elle sorte de la bulle. Ça reste une très bonne entreprise, mais aujourd'hui, elle est ridiculement trop chère. Ceci étant dit, si vous aviez investi 10 000 € en 2014 sur Novo Nordisk, aujourd'hui, vous auriez eu 110 000 € versus 30 000 € pour le S&P 500. Et d'ailleurs, petite parenthèse, également, vous pourrez retrouver donc mon analyse de Novo Nordisk, mais également, pour ceux qui se demandent pourquoi je compare toutes ces entreprises au S&P 500, et pourquoi je ne les compare pas aux indices de leur pays, par exemple, les entreprises françaises, je les compare au S&P 500 et non pas au CAC 40,
c'est parce que pour moi, le S&P 500 sert de benchmark de performance. C'est tout simplement une performance qu'il faut battre. Et pourquoi cette performance-là? Puisque c'est l'indice qui performe le mieux, c'est l'indice qui a le mieux performé au cours des 100 dernières années. C'est également un indice qui est très diversifié, très représentatif du marché, et c'est pour ça qu'on va essayer de battre cet indice-là, et non pas un autre indice comme le CAC 40 par exemple, puisque en fait, il serait tout simplement plus facile de battre le CAC 40, puisque le CAC 40 performe moins bien que le S&P 500. Passons maintenant à la troisième entreprise, et il s'agit de la société ASML, qui est une société basée aux Pays-Bas. Elle a pour ticker ASML, elle est cotée à la bourse d'Amsterdam, elle a une capitalisation de 265 milliards d'euros, elle verse un dividende de 0,9%, elle est dans le secteur de la technologie et même des semi-conducteurs plus précisément, elle a une note quantitative de 16,5 sur 20, une note fondamentale de 14,5 sur 20, et elle a surperformé de plus 14,76% le S&P 500 sur les 10 dernières années. Donc pour 10 000 euros investis sur ASML, vous auriez 104 000 euros aujourd'hui versus 30 000 euros encore pour le S&P 500. Donc une très belle entreprise. La deuxième analyse d'ailleurs que j'ai fait sur la chaîne, donc maintenant elle commence à dater un peu, mais vous pouvez toujours aller la voir également. Vous trouverez tous les liens en description. Quatrième entreprise, LVMH. Je pense que LVMH, tout le monde la connaît. C'est une entreprise française qui a pour ticker MC. Elle a une capitalisation de 344 milliards d'euros, un dividende de 1,82%. Elle est dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Elle a une note quantitative de 15 sur 20, une note fondamentale de 17,5 sur 20, et elle a surperformé de plus 9,68% le S&P 500 sur les 10 dernières années. Et pour 10 000 euros investis sur LVMH, vous auriez 69 000 euros aujourd'hui versus 30 000 euros pour le S&P 500. Ensuite, nous retrouvons Dassault Systèmes, qui est également une société française. Elle a pour ticker DSY, une capitalisation de 56 milliards d'euros, un dividende de 0,5%. Elle est dans le secteur technologique, elle a une note quantitative de 13,5 sur 20, une note fondamentale de 17 sur 20, et elle a surperformé de plus 5,6% le S&P 500 sur les 10 dernières années. Donc une très belle entreprise tech française, et vous auriez aujourd'hui pour 10 000 euros investis 49 000 euros sur Dassault Systèmes versus 30 000 euros sur le S&P 500. Ensuite, passons à L'Oréal, toujours une société française qui a pour ticker OR, une capitalisation de 235 milliards d'euros, un dividende de 1,36%. Elle est dans le secteur de la consommation courante, elle a une note quantitative de 13,5 sur 20, une note fondamentale de 20 sur 20, et elle a surperformé de plus 3,17% le S&P 500 au cours des 10 dernières années. Et vous auriez aujourd'hui 39 000 euros pour 10 000 euros investis sur L'Oréal versus 30 000 euros sur le S&P 500. Et enfin, on termine ce top 7 avec la dernière entreprise qui est Deutsche Börse, une entreprise allemande qui a pour ticker DB1, une capitalisation de 35 milliards d'euros. Elle verse un dividende de 1,94%, elle est dans le secteur de la finance, elle a une note quantitative de 12 sur 20, une note fondamentale de 14,5 sur 20, et elle a eu une surperformance de plus 3,08% par rapport au S&P 500 sur les 10 dernières années, et vous auriez aujourd'hui 39 000 euros pour 10 000 euros investis sur Deutsche Börse versus 30 000 euros sur le S&P 500. Et je vous rappelle très rapidement que vous retrouverez les 7 vidéos d'analyse de ces 7 entreprises sur ma chaîne, et également si vous vous demandez comment sont calculées les notes quantitatives et fondamentales, j'ai fait une playlist qui détaille ma méthode d'analyse, si ça vous intéresse, vous la retrouverez également, je vous la mettrai en bas en description et en haut à droite de la vidéo. Maintenant, si on analyse un peu ce portefeuille de 7 entreprises, qui est personnellement donc mon portefeuille pour le PEA, alors je ne possède pas encore ces 7 entreprises-là, mais j'en possède quelques-unes, tout simplement parce qu'il y en a certaines qui sont trop chères et sur lesquelles je n'ai pas encore pris de position, mais ce sont pour moi les 7 entreprises que je veux détenir dans mon portefeuille. Et si on se focus un peu sur la répartition par pays de ce portefeuille, on voit qu'on a une dominance française, avec 57% du portefeuille qui est situé en France, 14% en Allemagne, 14% aux Pays-Bas et 14% au Danemark. Alors d'ailleurs ça c'est très étonnant, mais en fait quand on analyse les sociétés européennes, on se rend compte très vite qu'il y a beaucoup de sociétés françaises dans le top des entreprises, en tout cas en termes de qualité. C'est assez étonnant. On se demande pourquoi d'ailleurs les sociétés françaises sont aussi bonnes, mais c'est vrai que par rapport à d'autres pays, par exemple si on regarde les sociétés britanniques, c'est vrai que les sociétés britanniques sont assez mauvaises en fait en règle générale et sous-performent pas mal le marché. Et même si vous regardez en fait l'indice du CAC 40, il a tendance à faire mieux que les autres indices européens, il fait mieux que le DAX, il fait mieux que le FTSE. Donc c'est assez intéressant à voir qu'en France on
on a encore de très très belles entreprises. Et à noter évidemment qu'il ne faut pas que vous fassiez l'amalgame, évidemment, ce n'est pas parce qu'une entreprise est française ou allemande ou danoise par exemple, qu'elle est forcément corrélée à ce pays et qu'elle est soumise aux risques géopolitiques propres à ce pays. Si vous prenez par exemple une entreprise comme LVMH, elle fait en vérité que très peu de son chiffre d'affaires en France, je crois que de mémoire c'est quelque chose comme 7%, et en fait le reste de son chiffre d'affaires est fait dans le reste du monde. Mais ça c'est probablement une notion sur laquelle on va revenir plus tard, mais c'est pas parce qu'une entreprise a son siège social dans un pays qu'elle est forcément liée à ce pays et qu'elle est liée aux risques inhérents à ce pays. Et si on regarde la répartition par secteur du portefeuille, on retrouve la consommation discrétionnaire avec 28%, la technologie avec 28%, la consommation courante avec 14%, la finance avec 14% et la santé avec 14%. Donc effectivement, on a une répartition plutôt équilibrée du portefeuille sur 5 secteurs. Alors effectivement, il y a 11 secteurs en bourse, donc il y a certains secteurs qu'on n'a pas dans le portefeuille. C'est le cas par exemple de l'énergie, de l'immobilier, de la communication, etc. Mais en même temps, ce sont des secteurs qui ne sont pas forcément très bons en règle générale, puisque dans ces secteurs-là, on ne retrouve pas forcément des entreprises de très très bonne qualité. Donc personnellement, je n'ai pas le souhait ou même le besoin de me diversifier forcément dans tous les secteurs qui existent en bourse. Je pense que déjà, si on est sur 5 secteurs différents, on est tout à fait résilient. Et d'ailleurs, dans ces 5 secteurs, on a des secteurs comme la consommation courante et même la santé, qui sont des secteurs censés être non cycliques. Donc en plus, on est relativement également protégé par rapport au cycle économique si on est diversifié sur ces 5 secteurs-là. Et si on fait une rapide comparaison pour terminer avec le S&P 500 et qu'on prend cette fois la performance de ce portefeuille avec ces 7 actions et qu'on simule la performance sur les 10 dernières années de manière équipondérée et dividende réinvestie, on s'aperçoit qu'on a une surperformance de 10,18% par an en moyenne sur les 10 dernières années, ce qui est énorme parce qu'en fait, on fait à peu près 21,86% par an de performance avec ce portefeuille. Et si vous aviez investi 10 000 euros sur ce portefeuille en 2014, vous auriez aujourd'hui 72 000 euros versus 30 000 euros pour le S&P 500, ce qui fait quand même une différence de 41 998 euros, ce qui est énorme. Et la surperformance est encore plus flagrante si on compare à d'autres indices, par exemple au Stoxx 600, l'indice des 600 plus grosses entreprises européennes. Là, clairement, on explose l'indice avec plus 15,2% de surperformance annuelle et plus 53 452 euros de montant final. Et idem comparé au CAC 40, le CAC 40 qui fait d'ailleurs légèrement mieux que le Stoxx 600, mais moins bien que le S&P 500, avec une surperformance de plus 13,49% par an, et un gain final, enfin une différence finale sur le montant, de 49 853 euros. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez potentiellement découvert de nouvelles entreprises dans cette vidéo, même si ça m'étonnerait parce que les 7 entreprises que j'ai présentées sont quand même relativement connues, donc normalement vous les connaissez, mais on sait jamais. Et si parmi ces 7 entreprises vous en avez déjà en portefeuille, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a convaincu sur ces entreprises, pourquoi vous les avez achetées, quel est votre PRU et quelles sont vos convictions pour le futur de ces entreprises. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu également, et de vous abonner également à ma page Instagram si ce n'est toujours pas fait, @iq-invest.fr, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.